Reconnaître et comprendre les violences au sein du couple. C'est dans Poussière, un podcast de Violence que faire. Si je vous dis d'imaginer deux personnes dans une relation violente, à quoi ressemblent-elles ? Ont-elles des cheveux gris ? Sont-elles à la retraite ? Ont-elles des petits-enfants ? C'est probable que ce ne soit pas le cas. Invisibilisées dans les campagnes de prévention et nos représentations, les personnes seniors vivent pourtant aussi des violences conjugales. Elles touchent les femmes comme les hommes dans des couples hétérosexuels ou homosexuels. En 2020, le rapport du Conseil fédéral Prévenir la violence sur les personnes âgées affirme que plus de 300 000 personnes de plus de 60 ans sont concernées par la violence. Plus d'une victime de féminicide sur 5 a d'ailleurs dépassé l'âge de la retraite. Les violences conjugales se ressemblent et sont présentes dans les couples de tout âge. Dans le cas des couples de seniors, elles sont parfois installées depuis des décennies. D'autres fois, la retraite isole ou exacerbe des comportements violents. Mais il n'est jamais trop tard pour demander de l'aide. Le tabou reste grand et peut toucher des familles entières, même une fois la personne qui a agi avec violence décédée. S'il a été très complexe de trouver des témoins pour cet épisode, Geneviève et Carolina ont toutes deux accepté de se livrer anonymement sur les violences vécues pour l'une dans son couple, pour l'autre dans sa famille, entre ses parents. Dans cet épisode, on parlera de l'impact de la retraite dans les situations de violence, des aspects générationnels en jeu, mais aussi de l'agisme, qui peut empêcher les victimes d'accéder aux soins et à la justice. Les expériences de Geneviève et Carolina se mêlent à l'expertise de Delphine Roulet-Schwab, présidente du Centre de compétences nationales Vieillesse sans violence et de l'association romande Alter Ego, mais également professeure et co-responsable du Senior Lab à la Haute École de la Santé La Source. Quand on parle de violence dans des couples âgés, on part souvent du principe que cette violence, elle est liée à la maladie ou à l'épuisement du proche aidant. C'est pour ça que j'aime bien différencier maltraitance et violence. La maltraitance est vraiment liée à cette asymétrie dans la relation, du fait qu'il y a une dépendance pour les soins et les activités de la vie quotidienne. Et la violence, pas forcément, c'est plus une question de prise de pouvoir, de contrôle sur l'autre. Imaginons un mari qui enferme sa femme à la maison quand il part. Il sort de la maison. Premier cas, madame souffre de troubles démentiels, la maladie d'Alzheimer. Elle est déjà sortie plusieurs fois au village, elle s'est perdue, monsieur a eu très peur. Donc pour pouvoir aller faire ses commissions, il ne peut pas prendre madame, donc il l'enferme un moment à la maison parce qu'il ne sait pas comment faire autrement. Dans le deuxième cas, même chose, madame est enfermée à la maison, elle ne peut pas sortir toute seule, mais c'est pour contrôler le fait qu'elle ne sera pas en contact avec d'autres personnes, qu'elle ne va pas aller raconter ce qui se passe. Techniquement, c'est dans les deux cas de la séquestration, mais on voit bien que les enjeux derrière ne sont pas les mêmes et les réponses qui vont pouvoir être apportées ne seront pas les mêmes. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas aussi des situations de violence conjugale ou de violence de couple qui ne sont pas liées à une situation de soins ou d'assistance, qu'il y a vraiment une espèce d'invisibilité des personnes âgées. D'une part, chez les personnes âgées elles-mêmes de cette génération qui n'ont pas forcément la même perception de la violence, de qu'est-ce qui entre finalement dans cette définition de la violence ou pas, qui exclut un peu ce qui n'est pas physique. D'autre part, plutôt quelque chose en lien avec la société ou dans les campagnes de sensibilisation qui sont faites, la plupart, les personnes âgées sont invisibles, ne sont pas représentées. Quand on vit une situation pareille, on se sent seul. Personnellement, j'aurais tellement bien aimé entendre des informations sur ce sujet, à la télévision, dans les journaux. Mais je suis jamais tombée dessus parce qu'on n'en parlait pas. Témoigner, pour moi, c'est peut-être une façon de donner un déclic. J'ai eu des enfants, puis j'ai été divorcée. Et j'ai connu la personne qui m'a violentée lorsque j'avais la soixantaine. À ce moment-là, je venais d'être à la retraite et c'était une personne qui paraissait vraiment bienveillante, aimable. Il allait prendre sa retraite aussi, mais une année plus tard. Moi, j'étais dans le positif, on a beaucoup de points communs. Ça va être super cool la retraite. J'ai quitté mes amis, ma famille, mes habitudes. J'ai tout quitté pour aller vivre dans un autre canton. Bon, il faut dire que je connaissais personne à part son cercle à lui. Dans ma vie d'avant, je dois dire, j'avais une profession et des enfants. J'avais des activités extérieures, puis je faisais du sport aussi. Donc là, c'était complètement différent puisque j'étais à la maison. Femme à l'intérieur, quoi.
Je me suis pas mal sentie parce que je savais qu'il y aurait quelque chose après une année, vous voyez? Et puis quand la retraite est arrivée, il a pas mal changé et ça s'est pas passé du tout comme on l'avait prévu. Ces situations de violence de couple qui concernent des personnes âgées, elles sont pas fondamentalement différentes des situations de violence dans des couples plus jeunes. Les mécanismes sont les mêmes. Souvent, il y avait quand même des éléments de violence qui étaient déjà présents et qui se sont exacerbés au moment de la retraite, qui étaient supportables, qui étaient gérables parce que le couple n'était pas tout le temps ensemble, parce que la personne victime, avait plus de ressources de son côté, pouvait sortir, avait ses activités, avait, plus de contacts sociaux et quelque part ça maintenait un certain équilibre dans la situation. Mais au moment du passage à la retraite, cet équilibre, il est remis en question. Un peu ce sentiment que l'horizon se referme. Il y a d'abord eu des injures, il y a quelque chose qui lui plaît pas et il y a sa main qui passe et je reçois une claque. Quand il y a eu les plus gros coups, comme par exemple la dent pivot qui s'est déchaussée, ça j'ai pas trouvé normal. Vous vous dites: «Mais c'est grave», mais vous voyez tout de suite ce qu'il y a à faire pour réparer, prendre le rendez-vous chez le dentiste, tout ça. Mais vous voyez pas la cause, le fait que vous avez été tapé et que c'est ça qui est important. 1 heure après, ça peut être un homme hyper gentil, sympa, comme si rien s'était passé. En tant que femme violentée, j'avais en fait même pas l'impression que c'était arrivé. C'était une amnésie mentale, parce qu'il devenait de nouveau gentil, comme je l'aimais. Puis j'oubliais les violences qui s'étaient passées. Mais à ce moment-là, je notais mes rendez-vous sur un agenda et en rouge, j'ai noté souvent quand je recevais des coups. Et je notais aussi quand j'avais appelé le 117. Donc quand j'ai déposé plainte, j'ai pu tout retrouver, ce qui s'était passé, parce que j'avais noté. C'est une façon d'extérioriser la chose. Mais si j'allais à un rendez-vous médical chez mon médecin, généraliste ou comme ça, il était toujours présent, il contrôlait tout. Je pense qu'il avait peur que je raconte les choses. J'étais rarement, mais vraiment rarement seule. Ce qui est, similaire à tout âge, c'est vraiment la présence des violences psychologiques, du dénigrement, de l'humiliation, des insultes, le fait de faire douter l'autre de lui-même, de le faire douter de sa valeur, de ce qu'il a dit, c'est quelque chose qu'on va retrouver, à tout âge. Même dans des couples âgés, il y a de la violence physique, il y a de la violence, sexuelle qui souvent était présente depuis longtemps, hein, qui n'apparaît pas forcément au moment de la retraite. Ces formes-là, elles sont présentes. Ce qu'il y a peut-être moins, c'est les aspects plus numériques. Il m'a cassé le bras et le premier viol est arrivé alors que j'avais le plâtre. Sur le moment, vous dites non, non, c'est ce que j'ai exprimé. Mais ça se passe quand même. On est sidéré, on peut plus bouger. À sa retraite, les violences sont devenues encore plus intenses. Enfin, comme monsieur n'avait plus son statut social, ce qui lui manquait, c'était sa reconnaissance de son statut, c'est-à-dire d'être admiré, d'être bien vu. C'est une personne qui aimait le paraître, hein. À l'extérieur, il était toujours très aimable, gentil. Il avait très, très, très peu d'amis. En fait, c'était surtout des relations professionnelles. Mais lui croyait que c'était des amis. Mais une fois qu'il a été à la retraite, il y a eu un grand vide autour de lui. Quand on parle des personnes âgées, on parle en fait de 2 générations différentes. Il y a, les personnes qui sont nées avant la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ce qu'on appelle la génération silencieuse, qui va vous dire: «Mais oui, monsieur le médecin, c'est vous qui savez», qui ont un rapport à l'autorité, avec, beaucoup d'importance. Monsieur l'instituteur, monsieur le curé, monsieur le médecin et cetera. Puis la génération suivante, c'est les baby boomers. Donc c'est la génération de mai 68, des révolutions, estudiantines, c'est pas parce qu'on est né une certaine année qu'on partage toutes nos caractéristiques avec les personnes nées la même année, mais il y a quand même des tendances et une histoire commune partagée qui fait qu'on n'a pas le même rapport au monde. Par rapport au passage à la retraite, c'est assez similaire à d'autres événements de vie importants comme le mariage, l'arrivée du premier enfant. C'est des événements qui créent du stress, des pressions, avec passablement de frustration aussi et qui peuvent, exacerber les violences ou les faire, apparaître, hein. Elles apparaissent pas de nulle part non plus, hein, mais les rendent plus visibles, plus présentes.
C'est une génération qui a beaucoup, enfin 2 générations qui ont beaucoup retiré de sentiments de valeur personnelle, d'identité à travers l'activité professionnelle et de se retrouver monsieur tout le monde à la maison, de plus avoir son statut. Ça peut aussi créer de la frustration. Les personnes âgées dans la société sont souvent perçues comme ayant moins de valeur, comme dépendantes, comme peu enclines au changement. Finalement, de passer de quelqu'un qui avait un rôle qui était reconnu à un petit vieux ou un retraité, ça peut être extrêmement violent. Dans ces situations, il y a des enjeux économiques assez importants et les femmes de ces générations n'ont pas toujours de compte en banque à leur nom, même si elles ont travaillé à l'extérieur. Parce qu'il faut se souvenir qu'à l'époque, une femme n'avait pas le droit d'avoir un compte en banque à son nom, de signer un contrat en son nom et il y a des couples dans lesquels ça n'a pas changé, où l'AVS est versé sur le compte de monsieur, même s'il y a une partie qui appartient à madame et monsieur donne 100 francs pour le mois à madame. Toujours en 2026. Et le passage à la retraite, il redistribue les cartes dans le couple au niveau du rapport de pouvoir, mais aussi simplement au niveau de l'organisation pratique. C'est clair que le temps passé ensemble est beaucoup plus important. Il y a une perte de contacts sociaux, un isolement social qui est beaucoup plus important. Ça veut dire aussi que pour la personne qui est victime, que ce soit madame ou monsieur, ça va être plus difficile de discuter de la situation à l'extérieur, d'avoir peut-être quelqu'un qui dit mais écoute, c'est quand même bizarre ce qui se passe là, c'est pas normal, ou je suis en souci pour toi. J'avais personne à qui me confier. On n'en parle pas à notre entourage parce qu'on a honte. En fait, j'avais des photos d'hématomes faites après avoir reçu des coups. La première personne à qui j'ai montré les photos des violences, elle m'a remballée en me disant: «Mais non, mais c'est pas possible, ça peut pas être lui, il est si gentil, allez remballez-moi tout ça». Bon, ben, j'ai remballé, puis je savais plus à qui m'adresser. En fait, on se sent pas écouté ni cru. Les personnes plus âgées n'ont pas eu forcément l'habitude durant leur vie d'aller chez le psychologue ou de suivre une thérapie conjugale ou c'était plutôt vécu globalement, hein, de nouveau pas pour tout le monde, mais comme, un signe d'échec ou de faiblesse de devoir demander de l'aide à l'extérieur. Il y a vraiment une grande importance accordée à laver le linge sale en famille, résoudre les problèmes tout seul. C'est vraiment considéré comme une question personnelle, intime et qui ne regarde pas l'extérieur. Ce qui est plus spécifique avec les personnes âgées, c'est qu'elles ont longtemps vécu dans une société où la violence était beaucoup plus tolérée, y compris la violence physique, hein, les punitions corporelles dans le cas de la famille ou même à l'école, hein, l'instituteur qui tapait avec une baguette en bois sur les mains ou bien les personnes aujourd'hui âgées, elles ont encore vécu ça. Et puis dans le cadre du couple, cette notion quand même de chef de famille qui était inscrite dans la loi. C'était normal que monsieur décide, c'était normal que l'argent appartienne à monsieur. Évidemment, ça influe aussi la perception de ce qui se passe dans le couple. Donc évidemment, la prévention ne va pas être perçue de la même manière quand vous êtes dans cette optique. Il faut essayer de trouver les bons mots en fait, d'adapter le discours de la prévention et le langage pour pouvoir entrer un peu en reflet avec la personne que vous avez en face de vous. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les éléments facilitant la demande d'aide, c'est d'abord une relation de confiance. On a décidé de mettre l'accent sur les pharmacies. Il y a à la fois cette relation de confiance, de proximité, le fait que les personnes âgées reviennent quand même souvent et ne sont pas toujours accompagnées de leur conjoint ou de leur conjointe. Idéalement, il faudrait que ce soit disponible dans les salons de coiffure, chez les podologues, à la boulangerie du coin, là où les personnes âgées, se rendent. Et aussi ce qu'on voulait montrer dans notre matériel pour les professionnels, c'est que la solution, c'est pas toujours la séparation. Ce qui est important, c'est que, la personne ait conscience qu'il s'agit de violence, qu'elle soit bien informée sur les possibilités d'aide. Ce qui est déterminant aussi, c'est la capacité de discernement, parce que si vous n'avez pas votre capacité de discernement, les professionnels ont aussi un devoir de protection ou de signalement. Mais si la personne est informée des possibilités d'aide, informée de ses droits, c'est pas parce qu'elle est âgée qu'elle doit être surprotégée. C'est un petit peu ce qu'on voit dans certaines situations où parce que la victime est âgée, elle va être hospitalisée pour la protéger, puis après placée en EMS.
Alors que quand il s'agit de situations de couple plus jeunes, normalement, c'est l'auteur qui doit être éloigné, c'est pas la victime. Et on voit souvent dans ces situations-là une espèce de double victimisation. Mais est-ce qu'à 90 ans, on peut vraiment expulser monsieur, puis il ira où? OK, mais la loi est la même, les droits sont les mêmes. Il y a parfois deux poids, deux mesures en ce qui concerne les personnes âgées. Parce que, ben, ça renvoie à ce qu'on disait tout à l'heure quand même, à une certaine forme d'agisme dans notre société et à un raccourci qui est parfois fait. Personne âgée égale personne dépendante, égale, besoin de protection et ne peut pas décider pour elle-même. C'est aussi pour cette raison que dans le cadre de notre campagne de sensibilisation, on a choisi de mettre en évidence le numéro de téléphone de Vieillesse sans violence, qui est le même que celui d'Alter Ego, donc le 08 48 00 13 13, quelque chose de simple d'accès, où il n'y a pas besoin de se déplacer, qui soit gratuit, qui puisse être fait discrètement, et puis surtout qui n'engage à rien. C'est-à-dire que je peux appeler, je peux raconter ce que je vis, je peux recevoir des conseils, mais ensuite c'est moi qui décide ce que je fais et à quel moment je le fais, et si je suis prête pour le faire. La mère de Carolina, elle, est un jour partie. Le lien familial est resté et les violences ont perduré entre son père et sa mère. Carolina témoigne aujourd'hui car souvent, les violences dans les couples seniors impactent des familles entières et les enfants, voire petits-enfants, en sont témoins. Si ses parents sont tous deux désormais décédés, Carolina a souhaité témoigner anonymement pour rendre hommage à sa mère tout en préservant son frère, mais aussi la mémoire de son père. Je vous relais ces mots aujourd'hui. Mon père supportait pas qu'on lui dise non, qu'on le contrarie. Il était violent et pas que dans le cadre privé. C'était connu. Les gens disaient qu'il était bagarreur, qu'il avait un sacré caractère, mais il minimisait. À la cinquantaine, ma mère est partie. Elle a trouvé un appartement. Moi, je suis restée habiter avec lui parce que je préférais savoir ce qu'il faisait. Mais quand je suis partie de chez lui, j'étais surprise. Elle a gardé le contact, alors qu'il n'y avait plus d'excuses d'aller le voir. Je sais que les violences physiques s'étaient arrêtées, mais les violences psychologiques continuaient. Souvent, elle m'appelait en pleurant. Les insultes perduraient. Par contre, si elle sentait que ça chauffait, ma mère rentrait chez elle. Elle avait un échappatoire. À la retraite, ils ont eu des problèmes de santé les deux, et il y a eu un espèce de soutien entre eux. Mais il y avait toujours des disputes, des insultes. Ils étaient plus ensemble, mais mon père disait toujours ma femme, avec un côté un peu propriété. C'était pour l'image. La violence avait changé de forme, c'était moins physique, peut-être parce que mon père avait moins l'énergie d'être violent physiquement. Mais du coup, la violence était aussi plus subtile, un peu moins visible, mais elle continuait. En même temps, les personnes seniors sont aussi plus invisibles. Comme si la société se disait c'est moins grave pour eux parce que de toute façon ils sont vieux. Mais ma mère a vécu avec la peur toute sa vie. Elle a souffert quand mon père est mort, alors que pourtant elle souhaitait sa mort depuis des années. Et quand enfin ça arrive, elle le gère pas du tout comme moi j'aurais pensé. Je pensais qu'elle se sentirait libérée parce qu'il n'y a plus de menaces. Elle disait plus mon mari, mais peut-être que ça restait sa famille. Elle parlait pas des violences. Je crois qu'il y avait une forme de honte. Et puis, en parler à l'âge de la retraite, c'est comme si tu dis j'ai vécu toutes ces années comme ça, mon mari était violent. Et en plus, je continue d'avoir des contacts. C'est hyper dur à dire. Aussi, peut-être qu'elle avait une forme de peur que ça revienne aux oreilles de mon père. J'en sais rien. J'ai des amis plus âgés que moi qui m'ont dit: «Mais si tu crois que t'es la seule à avoir vécu ça». Bon, elles ont eu le courage de divorcer, mais c'est quand son mari est mort qu'elle a pu raconter ce qu'elle avait vécu. Ces violences, elles apparaissent pas du jour au lendemain. Très souvent, elles étaient présentes depuis, des décennies, donc quand les enfants étaient eux-mêmes enfants. Il y a des choses qui ont été supportées à l'époque parce que les personnes concernées leur donnaient un certain sens ou c'était le prix à payer pour autre chose. Et de remettre ça en question, finalement, ça remet en question beaucoup de choix de vie, ce qui est différent pour les personnes âgées, mais comme pour les personnes en situation de handicap ou des populations qui sont plus isolées, c'est la possibilité d'accéder à de l'aide. Beaucoup de consultations où il faut aller sur place, en personne, beaucoup d'informations qui sont disponibles sur internet. Les centres d'accueil d'urgence accueillent uniquement des personnes qui sont indépendantes dans la vie quotidienne. Donc si vous avez besoin d'aide pour cuisiner, pour prendre une douche, en fait, vous ne pouvez pas être admise.
tous ces éléments font que c'est plus compliqué de demander de l'aide quand on est plus âgé. Dans une vie de violence, vous savez, il faut plusieurs déclics. Il y a eu la première médecin femme qui m'a dit que ce n'était pas normal ce que je vivais. Et elle m'a donné, elle, l'adresse d'une association. Là, déjà, ça m'a fait un premier déclic. L'autre déclic, c'est la façon dont j'ai été violée. Et quand j'ai demandé, mais comment ça se passait avec ta première femme? Il m'a dit, ah, elle faisait son devoir conjugal. Je me suis dit, mais attends, c'est pas normal. Mais j'arrivais toujours pas à partir. Une fois, dans la chambre, il a mis un oreiller sur mon visage pour étouffer mes cris. Mais là, j'ai vu ma vie passer en me disant, mais tu vas mourir, c'est pas possible, tu peux plus respirer. Et quand je me suis relevée, je me suis dit, eh ben ça, plus jamais. Et ça a été un des déclics. Lorsqu'une personne de l'association m'a dit, maintenant, il faut vraiment partir, vous savez, ça devient dangereux, je me suis dit, ouais, elle a raison. Et là, j'ai entendu. Ça ne veut pas dire que d'autres personnes ne m'avaient pas mis en garde, mais je n'avais pas été en mesure de les entendre. Et j'ai fait les démarches pour trouver un appartement, pour organiser le déménagement et faire les cartons. Une fois parti, quand vous apprenez que les féminicides, enfin, à l'époque, on disait encore même pas ce terme, ça arrive justement quand on dit « je vais te quitter ». C'est à ce moment-là que la personne est encore plus violente et peut tuer sa compagne. Je me suis dit que j'avais eu l'instinct de cette chose, de la garder secrète, la date de mon départ. Quand on regarde les statistiques policières de la criminalité en lien avec les violences domestiques, on a l'impression que les personnes à l'âge de la retraite sont moins concernées que les groupes d'âge plus jeunes. Et si on regarde les statistiques en lien avec les féminicides, là, on se rend compte que les femmes à l'âge de la retraite sont en fait la catégorie d'âge la plus touchée. C'est comme si les personnes âgées disparaissaient des radars à un moment donné. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces statistiques, elles sont établies sur la base des signalements, des plaintes qui sont déposées. Donc ça ne veut pas dire que parce qu'il n'y a pas de plainte ou de signalement, il n'y a pas de situation. Et c'était un peu le constat de départ de la recherche qu'on a menée, cette invisibilité dans les statistiques, invisibilité aussi au niveau des organismes d'aide, comme par exemple les centres La Vie, où les consultations avec des victimes de violences de plus de 65 ans, ça représente à peu près 4% des situations, alors que les personnes de 65 ans représentent environ 20% de la population. Même chose au niveau des consultations médecine des violences, où les personnes de 65 ans, c'est à peu près 2% des situations. Donc il y a vraiment une espèce d'invisibilité des personnes âgées. Il m'a proposé de l'argent pour que je retire ma plainte. Mais mon vécu m'appartient. Alors j'ai répondu, Madame n'est pas à vendre. La procureure nous a dit, mais à vos âges, vous voulez pas profiter de la fin de votre vie? Non, mais est-ce que vous vous rendez compte? On est des seniors, donc on est bonne pour aller à la poubelle. Puis vous savez, les gens, les amis à qui j'ai raconté, elles ont oublié. Parce que maintenant, je suis une survivante du cancer, faut dire, et puis une survivante des violences conjugales. Donc, je suis normale, entre guillemets. Mais il y a encore des conséquences physiques, des procédures judiciaires, puis je soigne encore les flashbacks. Ma thérapie, entre guillemets, pas celle avec un psychiatre ou comme ça, mais ma thérapie personnelle, c'est justement fait de témoigner. Il faut continuer d'être visible, d'informer les gens, que ce soit dans le métro, à la Migros ou à la Copé, dans les magasins, partout. Il faut qu'il y ait une visibilité pour savoir qu'on peut s'adresser à quelque part. Il n'est jamais trop tard. Depuis 2023, une importante campagne sensibilise aux violences dans les couples âgés. De nombreuses ressources sont disponibles sur le site vieillessesansviolence.ch, centre avec lequel l'association Alter Ego assure une permanence téléphonique au 08 48 00 13 13. Pour plus d'informations ou si cet épisode vous interpelle quant à votre situation ou celle d'une personne de votre entourage, des professionnels répondent personnellement à vos questions anonymes sur violencequefaire.ch. Une ligne téléphonique pour les victimes de violences domestiques est également disponible au numéro 142. Un grand merci encore à Geneviève, Carolina et Delphine Roulet-Schwab pour leur confiance et à Marie-Jeanne d'avoir prêté sa voix. Un podcast réalisé par Sarah Gebalma pour l'association Violence Que Faire avec la musique Bloom de Pylone.